Ouais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous qui êtes connectés pour participer à ce webinaire organisé par l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact qui nous sera donc animé par le docteur Hamdi Bonougbo en tant que présentateur principal avec moi-même Deogracias Kondolo en tant que facilitateur. Ce webinaire porte sur le thème de qualité des résultats, suivi de la conformité et gestion des défis dans l'évaluation des politiques publiques. Vous appréciez sans aucun doute le caractère non seulement pertinent, mais aussi tout à fait adapté à notre temps et au moment que nous traversons en matière de défis liés à l'évaluation donc des politiques publiques. Docteur Hamdi Bonougbo, j'espère que vous êtes bien installé et prêt pour nous emporter donc dans l'univers de ce que vous avez à communiquer avec nous. Les participants sont déjà en ligne dans le cadre donc, de ce G-Local 2025. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole donc pour dérouler votre présentation. Une fois que vous allez finir, nous allons espérer recevoir au fur et à mesure des questions dans le chat, par écrit. Et si possible, lorsqu'on va parcourir les questions que vous allez recevoir, s'il y a des participants qui voudraient bien ouvrir leur micro pour intervenir directement, cela sera donc fait. Voilà. Si cela vous convient, cher Hamdi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Deo, pour la modération. Alors, bonjour, chers participants. Merci beaucoup pour avoir pris votre temps pour assister justement à ce webinaire qui va nous permettre de découvrir davantage ce qu'on met dans la qualité donc des résultats d'évaluation des politiques publiques, comment sur la conformité, les défis en matière donc de gestion, soit en termes méthodologiques ou en termes institutionnels pour aboutir forcément à des résultats donc de qualité. Donc, sans plus tarder, notre présentation va porter justement sur première mot, quelles sont les motivations qui ont guidé le choix de ce thème. Ensuite, en termes de qualité donc des résultats, on doit s'attendre concrètement à quel aspect ou à quel critère justement en matière donc de résultats. Quels sont les outils clés en matière donc de suivi de la conformité, la gestion donc des défis méthodologiques et puis institutionnels, comment y répondre. On aura une synthèse de tout ce qui est sur les trois points fondamentaux, notamment la qualité, le suivi et puis la gestion. Et ensuite, il y a des questions, et on va les prendre et puis certainement apporter nos réponses. Donc, euh, ça va nous prendre justement 1h30, je crois. Donc, sans plus tarder, il faut d'abord reconnaître que l'évaluation d'impact joue un rôle vraiment crucial dans la prise de décision en politique publique. Et là, je voudrais vraiment insister sur la prise de décision. Ça veut dire que ce sont des résultats qu'on obtient pour pouvoir prendre des décisions, soit en termes de politique publique, soit en matière donc de gestion de projet. Donc, parce qu'elle fournit quoi? L'évaluation d'impact fournit une base factuelle et rigoureuse pour orienter les choix donc des décideurs. Donc, il faut dire que quand on fait de l'évaluation d'impact, c'est simplement pour prendre des décisions, pour informer la politique publique, pour prendre également des décisions en matière de gestion de projet, mais également donc pour faire des choix en matière donc de développement. Et à ce titre-là, elle permet donc d'informer les décisions par une analyse rigoureuse donc des effets. Ça veut dire quand on mène une évaluation d'impact, c'est qu'on peut justement voir dans quel sens vont ces changements que nous souhaitons. Est-ce que ça va dans le sens qu'on le souhaite ou bien ça va dans le sens contraire? Maintenant, ici, l'effet ça peut être positif comme négatif. Un effet positif ne veut pas forcément dire que c'est mauvais. Ça veut dire peut-être que si nous peut-être mettrons en place un programme d'accès au crédit, c'est qu'on s'attend parce que quand les ménages agricoles vont utiliser justement ce crédit, qu'ils parviennent à améliorer à travers donc l'achat des intrants ou un certain nombre de ressources qui parviennent quand même à améliorer leur rendement. Donc, on peut s'attendre à avoir un effet positif. Maintenant, un effet négatif serait interprété comment? Donc, ça, c'est une autre réalité à prendre en compte. Et l'évaluation permet également
de maximiser les bénéfices et de minimiser justement les risques. Quand on fait de l'évaluation avant le démarrage de notre projet ou pendant le projet, c'est toujours justement pour apporter donc des ajustements, anticiper sur un certain nombre d'éléments qui pourraient justement retarder l'obtention donc de notre résultat ou bien qui pourraient bloquer la mise en œuvre de notre projet. Donc, quand on fait de l'évaluation, on peut également du fait que ça nous permet donc de prendre des décisions, on peut essayer donc de minimiser un certain nombre de risques. Par exemple, en termes de changement climatique, une évaluation prospective peut nous permettre de savoir exactement quelles sont les stratégies justement qui marchent déjà et jusqu'à quel niveau ça marche. Et si effectivement on investissait justement dans cette stratégie d'adaptation au changement climatique, est-ce que ça peut véritablement aider la population? C'est l'objectif final de toute politique publique, c'est de pouvoir quand même améliorer le bien-être collectif. Donc, on ne va pas prendre des décisions pour détruire le bien-être collectif. L'évaluation permet également d'assurer la transparence et la légitimité donc des décisions. Et imaginez dans un instant où tout ce qui se fait dans nos pays en développement et au Bénin en particulier est d'abord basé donc sur justement une évaluation pour pouvoir voir un peu clair dans ce qui se passe. Bon, la décision qu'on vient de prendre, bien la décision qu'on veut prendre pour justement euh, contribuer ou bien pour renforcer les capacités des dirigeants ou bien pour améliorer notre capital humain, est-ce que cette décision-là, vraiment, elle est utile? Et si elle est utile, qu'est-ce que ça apporte justement en termes de gains? Donc, avec l'évaluation d'impact, on peut véritablement assurer que oui, effectivement, si nous prenons ou bien si nous mettons en place tel projet ou tel programme, on peut effectivement aboutir à tel résultat. Donc, de ce point de vue, ça facilite justement la prise de décision basée sur les données qu'on appelle les données probantes. Et ces données probantes, ce sont des données empiriques issues justement des analyses quantitatives ou des analyses qualitatives qu'on justement peut utiliser pour pouvoir davantage soutenir la formulation d'une politique publique, bien davantage orienter une politique publique en matière donc de développement. L'évaluation va également permettre justement de soutenir l'amélioration continue des politiques publiques et des projets, étant donné que elle va nous permettre d'avoir des informations fiables, elle va nous permettre d'avoir des données probantes, justement. Donc, on peut utiliser ces données-là pour pouvoir davantage soutenir les politiques publiques. Donc, malgré tous ces avantages, justement, de l'évaluation des politiques publiques, mais on constate que parfois c'est mal assuré ou c'est mal géré ou c'est mal conduit justement dans nos pays. Et donc la question qu'on se pose souvent est pourquoi certains projets ne marchent pas, pourquoi certains programmes ne marchent pas et pourquoi justement on peut se permettre de dire pourquoi on ne se développe pas. Est-ce que c'est pas parce que justement on n'arrive pas à exploiter davantage les outils donc d'évaluation, on n'arrive pas à faire une bonne évaluation donc de notre politique publique, on n'arrive pas vraiment à prendre des décisions sur la base donc des résultats de politique publique, on n'arrive pas à exploiter les données probantes. Donc, c'est une question que j'allais adresser justement, mais à la fin, on va essayer de voir est-ce qu'effectivement, on ne peut pas avoir des informations mieux exploitables. Bon, du point de vue de nos ressources, du point de vue, quand je parle de ressources humaines, matérielles et puis euh, financières, est-ce qu'on ne peut pas mieux faire? Est-ce qu'on ne peut pas davantage euh, améliorer donc justement la qualité de nos résultats? Donc, il faut dire que en termes de conséquences, on doit retenir que lorsque l'évaluation est mal conduite, parce que je vous ai montré un peu tout ce qu'on a comme avantage quand on fait une bonne évaluation donc de politique publique, mais dans le cas contraire, bon, quand on ne conduit pas bien justement l'évaluation, il y a des conséquences justement auxquelles on doit s'attendre et c'est qu'on sera mal informé. Comme vous le saviez, la question d'information est tellement capitale dans la formulation de politiques publiques parce que nous voulons finalement améliorer le bien-être des ménages, améliorer le bien-être des populations. Donc, il va falloir quand même disposer d'une information fiable pour pouvoir décider donc justement du changement qu'on veut apporter donc dans la vie de la population ou bien de notre communauté. Donc, quand on, quand on n'élabore pas correctement justement le design, en tout cas la démarche pour pouvoir véritablement obtenir des résultats probants, c'est qu'on sera mal informé, on va prendre de mauvaises décisions et on sera aussi inefficace parce que là, on va planifier notre politique, on va planifier notre projet, mais finalement,
on peut ne pas justement atteindre les objectifs dans le délai prévu. Là aussi, on peut également perdre en ressources financières, donc on sera également inefficient. Donc, deuxième conséquence, c'est quoi? C'est la perte donc de crédibilité et de confiance. Parce que quand l'évaluation n'est pas bien conduite, l'institution qui a conduit cette évaluation, bon, voilà, perd davantage en crédibilité parce qu'elle aurait orienté autrement ce que justement la politique publique aurait donné. Donc là, on ne va plus trop faire confiance à cette institution-là. C'est comme au Bénin, on dit, bon, nous voulons, on va confier à, c'est pas, au Fonds national de développement agricole l'évaluation de telles politiques publiques, mais à la fin, on constate que les résultats, bon, que l'institution fournit ne sont pas vraiment des résultats qu'on peut justement prendre à bras ouverts. Bon, voilà, mais il faut prendre ça avec un peu de réserve. Donc, si on conduit mal l'évaluation d'impact, c'est on peut justement aboutir à une perte de crédibilité en termes d'institution. En termes de parties prenantes, oui, lorsqu'on conduit mal ces évaluations d'impact, les bénéficiaires peuvent désormais voir que oui, vous faites des promesses, formulez des politiques publiques, vous administrez justement des interventions, mais finalement, ça n'améliore pas vraiment notre condition de vie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des difficultés parfois à identifier, corriger les faiblesses. Donc, quand l'évaluation n'est pas bien conduite, on peut tomber justement dans des situations qui ne sont pas vraiment comment on appelle, acceptable ou bien bon, voilà, on ne peut pas parvenir justement à identifier le problème réel et là, on va davantage investir, on va solliciter des consultants, mais finalement, on n'aura pas vraiment le problème. Ça veut dire qu'il faut aller revoir un peu euh, peut-être comment on a formulé la politique publique. Est-ce que ça a été fondé sur ce qu'on va voir plus tard, sur une théorie de changement? Bon, voilà. Et enfin, quels sont une dernière conséquence, c'est qu'il y a des risques d'effets paradoxaux et de dépenses inutiles, comme je le mentionnais. C'est-à-dire que, comme on le dit, on peut parfois commettre l'erreur de type 3. C'est que je pose peut-être la bonne question, mais j'ai une mauvaise réponse, ou bien je pose justement une mauvaise question et j'ai une bonne réponse. Donc, on peut ne pas justement obtenir exactement l'effet qu'on souhaite. Et là, c'est pas bien, on aurait perdu un certain nombre justement, un certain temps par rapport à la mise en œuvre de notre politique publique ou bien justement par rapport à notre contribution au développement. Et c'est justement l'intérêt de notre webinaire où nous allons essayer de voir alors, pour pouvoir véritablement éviter donc de perdre du temps, de perdre des ressources justement en matière donc de finances, en matière de matériel et également parvenir à prendre des décisions sur la base donc justement des données fiables, des données donc de qualité. Il est justement important de savoir exactement comment on aboutit à des résultats donc de qualité, comment on peut déjà au cours donc de la mise en œuvre, ou bien quand on commence par élaborer nos projets, programmes, ou bien on commence par formuler nos politiques publiques, quelle est la démarche justement, quelle est cette démarche intellectuelle là, à avoir une idée pour savoir que à la fin, c'est que je veux parvenir à évaluer justement ce que l'intervention a pu apporter justement euh, aux bénéficiaires ou bien à la population. Ensuite, nous allons parler donc des défis méthodologiques et des défis institutionnels dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. Donc, voilà, en termes de qualité donc des résultats, il faut dire que il y a un certain nombre de critères qui peuvent permettre justement ou qui permettent d'évaluer la qualité des résultats qu'on espère justement avoir à la fin donc de la mise en œuvre de notre projet ou de notre programme. Et là, vous allez voir, il y a la pertinence, l'efficacité, l'efficience, l'impact, pérennité, cohérence, fiabilité, validité, utilité, acceptabilité, puis faisabilité. Mais pour chaque critère, comment déjà, au niveau de la conception ou bien l'identification même de la politique publique ou bien la formulation ou l'identification de votre projet ou programme, on nous demande souvent de démontrer quand même euh, comment justement la politique publique ou bien le projet répond aux besoins donc justement des bénéficiaires. Est-ce que le projet actuel, je prends le cas de construction, je sais pas, d'un marché ou d'une place publique, comment justement ce projet répond aux besoins donc des bénéficiaires? Est-ce que la mise en œuvre réelle de ce projet va permettre de répondre aux problèmes qu'on a identifiés? Donc là, ce qu'on attend, c'est une adéquation des objectifs donc de la politique aux besoins et aux enjeux donc identifiés. Et l'important, c'est quoi? Ça permet donc d'assurer que la politique publique répond aux problèmes réels.
Et là, comment y parvenir en termes d'outils ou d'éléments à considérer? C'est qu'il faut faire l'analyse donc des besoins, il faut aller collecter les données. Là aussi, il y a d'autres défis, hein, comment collecter les données, auprès de qui collecter les données. Est-ce qu'il faut aller directement sur un questionnaire structuré ou bien il faut aller justement en focus group, bon, discuter pêle-mêle pour recenser justement les besoins. Donc, il faut analyser les données. Et pour analyser les données, il y a des outils qui sont disponibles. Euh, En termes d'analyse de données ou en termes d'analyse contextuelle, on parle de PESTEL que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire politique, économique, socio, culturel, technologique, légal et puis voilà, quand vous prenez cet outil, ça vous permet de voir exactement sur chaque plan, au plan politique, quel est le problème, au plan socio-culturel, quel est le problème, au plan technologique, au plan environnemental et puis au plan légal. Donc, il faut vraiment étudier les besoins des communautés pour voir est-ce que la politique qu'on propose, est-ce que ça répond vraiment à ce besoin-là. La cohérence, justement, on va essayer de voir est-ce que il y a en termes d'objectifs et puis ce qu'on cherche justement à répondre comme à répondre comme problème ou bien en tout cas à solutionner comme problème. Est-ce que les objectifs qu'on aura définis, est-ce que ça peut justement déjà permettre d'aboutir à ces objectifs-là? Donc, cohérence avec les priorités sociales qu'on aurait identifiées au niveau de la population cible ou bien au niveau de notre communauté. Ensuite, l'efficacité, c'est de pouvoir quand même dire oui, mesure justement dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints. Donc, l'efficacité, c'est de dire est-ce que par rapport aux résultats qu'on a, est-ce que les objectifs fixés sont obtenus dans le délai qui ont été vraiment prévus avant le démarrage de notre projet. Là, c'est simplement de vérifier l'atteinte des résultats attendus. Et là, on compare justement les objectifs en termes de quoi ce qu'on a prévu réalisé avec le délai effecté, est-ce qu'on a pu atteindre justement est-ce qu'on a pu justement avoir ces résultats. En termes d'efficience, c'est le rapport entre les résultats obtenus et puis les ressources utilisées. Ici, c'est en termes de coût. Est-ce que justement nous avons optimisé les moyens qui sont disponibles justement pour pouvoir réaliser les activités, donc coûts engagés et coûts véritablement et résultats obtenus. Est-ce que ces résultats ont été obtenus à moindre coût? Ensuite, en termes d'impact, est-ce que l'effet à moyen et long terme, positif ou négatif, direct ou indirect de la politique? Donc, ici, c'est de se dire, est-ce que notre effet qu'on espère, est-ce qu'on espère un effet positif ou un effet négatif? Selon la politique publique, l'effet peut être positif ou négatif. Voilà, si je veux, à travers ma politique publique, améliorer justement le niveau de sécurité alimentaire, je dois constater qu'à la fin, donc justement, on doit s'attendre à long terme que notre projet contribue à l'amélioration donc qu'il ait justement un effet positif justement sur le niveau donc de sécurité alimentaire. Et là, en termes d'importance, ça permet donc d'évaluer justement la modification durable donc d'une situation. Et comme je l'ai dit, avant notre projet, on a constaté qu'il y a vraiment un niveau d'insécurité très, très profond. Donc, nous, on veut améliorer ce niveau d'insécurité, on veut améliorer le niveau de sécurité. Et pour améliorer ce niveau de sécurité, on va mettre en place notre politique publique. Donc, on doit s'entendre justement à un changement, justement, dans la vie ou bien par rapport à cet indicateur précis, on doit s'attendre à un changement de cet indicateur à long terme. En termes de pérennité, capacité des effets positifs à durer dans le temps, est-ce que les effets obtenus sont vraiment durables? Est-ce que ces effets peuvent être pérennisés? Il y a des actions justement à mener. Bon, si je prends le cas par exemple d'un projet de forage où je veux rendre ça pérenne, euh, par exemple, par rapport à ce projet, il faudrait que à l'étape d'identification, on aurait déjà justement proposé qu'il faut mettre en place un comité donc de gestion de ce forage-là. Parce que si nous voulons que notre projet ou bien notre, voilà, soit durable, il faut qu'on ait une approche qui nous permet justement de voir même les effets perdurer dans le temps après la mise en œuvre. Là, on peut proposer la mise en place d'un comité donc de gestion de ce forage pour que après la réalisation donc du forage, quand les ménages vont commencer par utiliser, que justement à long terme, qu'on constate qu'effectivement, il y a une bonne justement maintenance ou bien un bon entretien qui donc justement garantit une durabilité de notre forage. La cohérence, voilà. Et il faut harmoniser. Il faut qu'il y ait une harmonisation entre objectifs, moyens, actions et avec d'autres politiques qui ont été peut-être mises en œuvre dans le cadre donc de soit au niveau de la communauté ou bien voilà
est-ce qu'il y a d'autres politiques et quel était justement l'objectif de ces politiques? Est-ce que ces politiques ont les mêmes objectifs que la politique actuelle? Bon, qu'est-ce qu'il faut ajuster? Est-ce que les objectifs fixés avec les moyens disponibles, justement, il y a une concordance entre ces aspects? Si oui, bon, voilà, on peut justement garantir une cohérence entre nos objectifs parce qu'on doit savoir exactement est-ce que les moyens utilisés ont permis réellement de produire donc justement les résultats. Ensuite, il y a la fiabilité, la qualité et stabilité donc des données et résultats produits. La fiabilité, il faut dire que c'est un indicateur clé donc de la qualité donc des résultats. Et là, quand on dit fiabilité, est-ce qu'on peut reproduire facilement votre politique publique ou bien votre intervention à travers quoi? À travers justement une méthode de collecte de données ou bien en allant peut-être reprendre exactement ce que vous avez mis en œuvre dans une localité qui aurait les mêmes caractéristiques que votre localité, est-ce qu'on aboutit au même résultat? Donc, la question de fiabilité des données fait appel à la méthode justement utilisée, la démarche utilisée pour pouvoir concevoir nos groupes ou bien en tout cas pour pouvoir mettre en place justement les groupes qui vont bénéficier de notre intervention et quelle est la méthode qui a été justement utilisée pour obtenir exactement le résultat souhaité. Ensuite, il y a la validité. Bon, là, on va parler de la validité interne, la validité externe. Est-ce qu'avec exactitude, justement, on peut se dire que oui, nous avons obtenu un impact qui serait attribué ou on a un résultat qui peut être attribué justement à notre intervention. Là, on peut parler de résultat potentiel. Et donc, comment on garantit ce résultat potentiel-là? Donc, ça, c'est vraiment important. La validité nous amène, son importance, c'est que ça permet d'assurer la pertinence de nos conclusions. En termes de validité interne, on nous demande de justifier que la méthode que nous avons utilisée pour identifier justement le groupe qui va recevoir l'intervention par rapport au groupe qui ne veut pas recevoir l'intervention, que c'est une méthode vraiment appropriée et justement adéquate pour pouvoir évaluer exactement ou en tout cas attribuer les résultats potentiels à notre intervention. Et là, on demande de bien formuler justement les indicateurs. Comme on le dit, il faut formuler les indicateurs de façon smart. Et il faut aussi tenter donc de contrôler quoi? Contrôler les biais. Et fondamentalement en évaluation des politiques publiques, c'est les biais de sélection qu'il faut vraiment contrôler. Donc, quel est le design? Quelle est la méthode justement à utiliser pour pouvoir véritablement mettre en place les groupes justement qui vont recevoir nos traitements? Dans la littérature, on nous suggère la méthode donc expérimentale qui permet donc de sélectionner de façon aléatoire deux groupes justement les deux groupes qui vont recevoir l'intervention. Donc, lorsqu'on parvient à répartir une population éligible à un programme en deux groupes de façon aléatoire, donc justement, quand on fait de la randomisation, c'est qu'on a une probabilité justement de contrôler davantage les biais qui seraient justement glissés dans la sélection donc justement des participants au groupe de contrôle et au groupe de traitement. Ensuite, il y a l'utilité, capacité des résultats à être exploitables par les décideurs et parties prenantes. Donc, est-ce que les résultats sont exploitables? Ce que je n'ai pas mentionné précédemment, c'est la validité externe. Est-ce qu'en termes de validité externe, c'est de pouvoir dire oui, les résultats que j'ai, je peux les généraliser justement sur une population, sur la population cible, population qui a été identifiée donc justement à partir de laquelle on a dégagé quoi, le groupe de traitement et le groupe donc de contrôle, bien le groupe qui a reçu l'intervention ou la politique ou bien le programme par rapport au groupe qui n'en a pas reçu. Est-ce on est en mesure justement de généraliser nos résultats? Donc, si on parvient à généraliser nos résultats, c'est que ça veut dire quoi? On peut donc justement justifier le critère d'utilité où les décideurs ou les parties prenantes ou bien les politiques publiques ou les chercheurs même, voilà, peuvent justement utiliser ces données pour pouvoir davantage éclairer soit des projets futurs ou bien pour prendre d'autres décisions dans le cadre de développement ou bien en tout cas dans le cadre de l'amélioration donc des conditions de vie. Ensuite, et là, quels sont les éléments clés à considérer? Il y a la clarté donc de nos rapports, les recommandations opérationnelles et aussi les leçons apprises par rapport justement à votre politique publique. Est-ce qu'il y a ces leçons apprises qu'on transforme plus tard en de bonnes pratiques d'évaluation ou bien par rapport à votre politique publique? Est-ce que justement on peut les utiliser pour davantage informer d'autres politiques publiques, bien la formulation donc de nouvelles politiques publiques? L'acceptabilité, degré d'adhésion des parties prenantes à la politique publique et à ses résultats.
Donc, ça favorise quoi? L'appropriation et la mise en œuvre. Là, on peut faire donc des consultations, implication des bénéficiaires. Donc, parce que vous avez formulé une politique publique pour résoudre un problème, apporter un changement justement dans la vie des bénéficiaires. Et ce changement qu'on souhaite, est-ce que c'est attribué, qu'on a plutôt, est-ce que c'est attribuable justement à notre politique publique? Ensuite, il y a la faisabilité, possibilité pratique de mise en œuvre des actions et recommandations. Donc, évaluer la capacité institutionnelle et technique. Donc, quand on a la politique publique, c'est pas suffisant. Il faut voir est-ce que, en termes de ressources, soit en termes de capacité institutionnelle ou de capacité technique, est-ce que les ressources sont disponibles pour pouvoir véritablement conduire cette politique publique-là? Donc, ça fait les différents critères qu'il faut prendre en compte en termes de qualité donc des résultats. Et ce n'est pas la fin de la mise en œuvre de la politique publique qu'il faut commencer par réfléchir à répondre à ces critères. C'est déjà la formulation de la politique publique qu'on doit se dire, ah, si nous voulons justement évaluer si notre politique publique est efficace ou efficiente, ou en tout cas, quels sont déjà les critères que nous voulons, sur lesquels nous voulons nous justifier ou bien nous voulons finalement dire oui, la politique publique, les résultats obtenus peuvent être attribuables justement à notre politique publique. Il va falloir déjà répondre à ces différents critères au cours donc justement de la formulation bien de l'identification de votre politique publique. Alors, quels sont les éléments clés en termes toujours en termes de résultats? C'est qu'il faut retenir que pour bien réussir à avoir donc justement des résultats de qualité, il y a la première des choses qui est la clarté donc de la chaîne de résultats. Et quand on parle de chaîne de résultats, il y a trois éléments fondamentaux à prendre en compte parce que nous allons avoir quoi? Quand je parle de la chaîne de résultats, on va voir ça plus tard, la théorie du changement. Là, est-ce que justement les activités que j'ai prévues, est-ce que ces activités vont me permettre, en utilisant donc justement des intrants, est-ce que ces activités vont me permettre justement d'avoir ce qu'on appelle les outputs, d'avoir donc des produits. Et quand j'ai ces produits, est-ce que avec ces produits ici, là, les bénéficiaires utilisent ces produits, est-ce que on peut aboutir donc justement aux résultats potentiels qu'on va appeler outcomes? Voilà. Donc ces résultats, est-ce que à moyen, ou en tout cas en termes de moyen, long, à court, moyen et long terme, est-ce que justement ce qu'on aurait observé comme changement, est-ce qu'on peut l'attribuer justement à notre politique publique? Donc il faut définir clairement les intrants, bon voilà, les activités à réaliser par rapport aux intrants disponibles, les résultats qu'on espère justement, bien ce qu'on veut d'abord produire en termes de outcome, ce qu'on veut produire en réalisant justement, en réalisant les activités. Et est-ce que les produits obtenus peuvent permettre justement de voir déjà des effets immédiats, des effets à moyen terme et puis des effets à long terme. Ensuite, il y a la sélection rigoureuse des indicateurs pertinents. Dans le cadre de notre politique publique, on doit définir clairement les différents indicateurs, la méthodologie adaptée au contexte et à la nature donc de notre programme. Bon, et il y a deux contextes. Bon, ici, nous n'avons pas pour objectif de parler des méthodologies d'évaluation d'impact, mais ou d'évaluation des politiques publiques, mais c'est de pouvoir dire quoi, en fonction donc du contexte dans lequel j'interviens, quelle est justement la méthode qui serait appropriée, quelle est la démarche méthodologique. Et non, c'est la démarche méthodologique qui guide justement le contexte. C'est ce que les gens font souvent. Il faut pouvoir comprendre le contexte de l'étude et voir maintenant en fonction donc du contexte, en fonction des données disponibles, en fonction donc de la nature de notre programme, quelle est la méthode qui serait justement appropriée ou quelles sont les méthodologies qui seront vraiment adaptées pour pouvoir évaluer les effets de notre programme. Ensuite, la collecte et l'analyse des données de qualité. On va collecter les données quantitatives et les données qualitatives. Donc, pour pouvoir aboutir quand même à des résultats de qualité, c'est qu'on a besoin de bien définir la chaîne de résultats. On a besoin de bien sélectionner les indicateurs, avoir une méthodologie vraiment appropriée selon donc justement le contexte de notre projet et de pouvoir collecter régulièrement les données quantitatives et qualitatives. Alors, comme je le disais, en termes de chaîne de résultats, là, il y a deux parties. Vous allez voir que la première partie parle de zone de contrôle interne à l'organisation parce que c'est l'institution, en tout cas, ou c'est l'équipe qui met en place justement ou qui met en œuvre, j'allais dire, la politique publique. Et à ce niveau, on a besoin de quoi? Il y a les intrants qu'il faut utiliser. Si je prends un exemple de projet, c'est pas peut-être
de forage, par exemple. Ça, c'est un projet qu'on veut réaliser dans une communauté. On a besoin donc des intrants. Les intrants à ce niveau, par exemple, peuvent être quoi? Le budget donc de notre projet, le personnel qui va conduire justement l'équipe au projet. Et ensuite, si on a besoin donc d'autres compétences techniques, on va ajouter au projet. Quelles sont les activités que nous voulons réaliser? Bon, il faut forcément faire quoi? Peut-être il faut d'abord faire une visite de site, identifier le site, l'étude de sol. Il faut faire quoi? Il faut peut-être faire le recrutement, il faut réaliser le forage. Donc, ce sont des activités à réaliser. Et ces activités, c'est pour avoir quoi? C'est pour produire donc des extrants, ce que j'appelais tout à l'heure output. L'output ici, c'est quoi? C'est comme justement réaliser le forage. Réaliser notre forage, c'est l'output qu'on souhaite. Maintenant, ce n'est pas encore notre résultat, c'est simplement le produit. Maintenant, quand est-ce qu'on va commencer par parler donc de résultats? C'est quand on va commencer par voir, peut-être les gens, ça va faire appel à quoi? Il faut que j'explique aussi le contexte. Est-ce que c'était pour améliorer l'accès à l'eau potable? Est-ce que c'est pour améliorer quoi? Pour réduire justement les conflits donc d'usage de ressources naturelles, notamment l'eau? Donc, en termes de résultats intermédiaires, il faut d'abord voir si c'est en termes de conflit, par exemple, peut-être que on va augmenter le taux, donc justement, de nombre de personnes qui vont chercher l'eau justement à chaque, c'est pas par heure ou voilà, par unité d'heure choisie. Et ensuite, les résultats intermédiaires, c'est qu'on va voir que les gens commençaient pas vraiment s'habituer et voir que, aller prendre de l'eau justement au forage, consommer cette eau-là, ça peut améliorer justement quoi? Ça peut réduire les taux de maladies hydriques, ça peut. Et à long terme, c'est qu'on observait quoi? On voulait justement s'attendre à une amélioration donc des conditions sanitaires. Donc là, lorsque j'arrive véritablement à bien élaborer la théorie du changement, c'est que je peux s'attendre à avoir quoi? Des résultats vraiment de bonne qualité. Et pour s'en rendre compte, c'est qu'il faut à chaque fois collecter des données. Et c'est pour ça, vous allez constater qu'il y a la partie efficience qui est contrôlée, qui est basée donc justement sur les intrants, activités et extrants. Et la partie efficacité, ça prend en compte justement les résultats. Alors, l'utilisation d'une théorie de changement permet justement de bien cadrer les résultats de l'évaluation, les résultats attendus justement par rapport à une politique publique. Ensuite, on va parler, je ne sais pas s'il y a des questions ou je continue d'abord. Ensuite, par rapport au mécanisme, comment parvenir justement à faire un bon suivi donc de la conformité de notre dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique publique. Là, il faut dire que les mécanismes de suivi de la conformité dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques reposent sur un système structuré et intégré visant à vérifier que la mise en œuvre respecte les objectifs, justement, les normes et les conditions prévues, tout en permettant d'ajuster la politique en fonction donc, des résultats observés. Donc ici, comment justement on arrive, comment on parvient à démontrer clairement que notre système que nous avons mis en place, soit en termes de suivi-évaluation, permet justement d'aboutir à quoi? Aux résultats justement escomptés. Et là, il faut dire il y a cinq, voilà, cinq niveaux en termes donc, de mécanismes donc, de suivi. Il y a le système d'information disponible, on parle de système de suivi-évaluation, et à ce niveau, on doit pouvoir disposer d'un certain nombre d'éléments. Il faut la centralisation donc, des données, les tableaux de bord, bases de données actualisées régulièrement pour pouvoir véritablement vérifier s'il n'y a pas donc des problèmes, s'il n'y a pas des écarts, justement. Donc, le suivi continu donc de l'exécution de notre politique publique joue un grand rôle justement euh, dans l'ajustement ou bien dans les problèmes qu'on pourrait justement identifier, qui vont bloquer ou bien comment, qui vont limiter justement ou empêcher l'obtention donc de nos résultats. Il y a le contrôle terrain et enquête. Donc, il faut faire donc des missions terrain, des enquêtes auprès donc des bénéficiaires. Il faut définir donc justement la période de collecte de données. Et ici, si nous voulons évaluer, nous voulons vérifier si notre politique publique véritablement a contribué à, à l'amélioration du bien-être des ménages ou en tout cas contribue aux résultats auxquels nous nous attendons, c'est qu'il faut justement collecter les données. Mais à quel moment collecter ces données? Il faut se dire aussi,
est-ce que le délai que je viens donc de parcourir, ou bien en tout cas le délai de mise en œuvre de notre projet déjà parcouru, est-ce que ce délai nous permet d'avoir donc des effets? Si ce délai nous permet donc d'avoir des effets, c'est vraiment important donc de mener une mission justement de collecte des données d'évaluation pour voir est-ce que ce que nous venons de faire justement, est-ce que ça peut justement améliorer les conditions ou bien qu'est-ce qui peut bloquer justement l'obtention donc de ces résultats-là. Là, on parle de vérifier la conformité réelle et recueillir des données qualitatives. La conformité, nous avons dit aux gens sur le terrain, avant de démarrer notre projet, on a fait effectivement la sélection, on a pris il y a des ménages qui ont été choisis pour bénéficier de notre politique, il y a d'autres qui n'ont pas été choisis pour bénéficier de la politique. Est-ce que vraiment les gens ont respecté leur statut? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont quitté la zone où on devrait, où on veut faire notre intervention, mais il y a des jeunes il y a des individus qui ont quitté la zone. Comment il faut faire? Est-ce que le fait d'avoir perdu ces gens-là, est-ce que ça a une influence sur justement la qualité des données? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc, ce contrôle terrain nous permet vraiment de voir déjà ces problèmes-là et de les solutionner rapidement. Il y a les rapports périodiques qu'il faut produire en termes de mécanismes, les rapports de synthèse et analyse spécifiques, informer les décideurs, orienter les ajustements. Donc, si ces rapports révèlent donc justement qu'il y a toujours des problèmes sur le terrain, bon, et ces problèmes peuvent justement comment je vais dire, influencer l'obtention donc des résultats, il va falloir informer et prendre donc des décisions, des dispositions nécessaires pour pouvoir corriger ces problèmes-là. Il y a la question d'institutionnalisation qui peut également permettre d'aboutir forcément à des résultats donc de meilleure qualité. Le cadre légal, la coordination institutionnelle, le renforcement de capacités. Et là, l'institutionnalisation, ça va permettre, par exemple, si nous voulons mettre en œuvre notre projet et que le ministère de tutelle impliqué, les institutions où les agences qui sont concernées sont impliquées, la direction qui doit conduire l'évaluation est également impliquée, et que tout le monde, vraiment dans une dynamique justement d'aboutir à un résultat de qualité, ça peut permettre d'assurer justement une pérennité donc des résultats. Et là, ça rend aussi, ça améliore quoi? Ça démontre aussi justement la volonté institutionnelle qui peut permettre de justifier la pérennité donc justement de nos résultats. Utilisation pour l'ajustement, exploitation des résultats pour corriger et améliorer la politique. Donc, quand on exploite les résultats, si nos résultats sont fiables, c'est qu'on peut justement les utiliser pour corriger quoi? La politique que nous avons formulée pour les années à venir. On peut faire des ajustements, on peut faire donc des apports et pour d'autres politiques, ça peut constituer également une source d'information pour ces politiques-là. En résumé, ces outils clés garantissent un suivi rigoureux de la conformité dans l'évaluation des politiques publiques et permettent justement d'assurer la transparence, la responsabilité et l'efficacité donc, des politiques publiques. Il faut retenir que ces quatre ou bien ces cinq outils sont vraiment indispensables en matière donc de suivi de la conformité. En termes de défis, il faut dire que le premier défi, c'est celui méthodologique. Comment on arrive justement à identifier et isoler l'impact direct de notre politique publique, et ce qui est souvent difficile en raison de quoi? La multiplicité des facteurs externes et des interactions. Bon, vous voulez améliorer les conditions de vie d'une localité à travers une politique publique. Bon, je donne l'exemple de l'accès au crédit, par exemple, pour améliorer le rendement des producteurs dans une localité. Et pour démarrer votre politique, vous avez effectivement sélectionné deux groupes statistiquement comparables et vous avez dit oui, ça s'est révélé. Il n'y a pas une différence significative entre les deux groupes, en tout cas statistiquement. Et vous avez démarré vous avez justement administré quoi? Vous avez donné les crédits. Et maintenant, vous avez dit 6 mois plus tard, vous pouvez commencer par observer donc des changements en termes de rendement parce que les ménages auraient acheté quoi, auraient utilisé justement ce crédit pour s'acheter un certain nombre d'intrants. Et vous, maintenant, vous passez mesurer, vous collectez les données, oui, et on constate que, bon, le crédit aboutit négativement à l'amélioration donc de rendement. Là, il y a un problème. Mais pourquoi? Parce que, il y a d'autres facteurs qui pourraient justement influencer les résultats et peut-être qu'on n'a pas bien sélectionné ceux qui doivent bénéficier du crédit. Peut-être qu'il n'y a pas eu justement de sensibilisation par rapport à ce à quoi le crédit est destiné dans le cadre de l'amélioration donc de rendement agricole. Donc là, ça devient problématique. Comment on arrive justement à isoler parmi tous ces facteurs? Et même en termes de production agricole, il y a le changement climatique. S'il y a une bonne pluie ou s'il y a une longue sécheresse, tous ces facteurs peuvent
comme justement positivement ou négativement influencer le rendement. Mais nous, maintenant, on veut isoler l'impact de l'accès au crédit dans l'obtention donc de cet effet au niveau donc du rendement agricole. Donc, ça pourrait justement poser des problèmes. Et comment y arriver? Et là, en termes de méthodologie, on nous suggère soit méthode expérimentale. Là, ça veut dire que avant donc de démarrer notre projet, c'est justement à nous de constituer notre groupe, ou bien c'est qu'on n'a pas justement participé à la constitution ou bien à l'administration donc du crédit, mais on a clairement deux groupes qui ont reçu, c'est-à-dire un groupe qui a reçu le crédit et un autre qui n'en a pas reçu. Mais finalement, nous voulons justement évaluer l'impact de l'accès au crédit sur le rendement. Alors là, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre des données disponibles. Ça va dépendre de notre base de données. C'est ça qui va nous permettre de choisir exactement une méthode. Et la collecte des données, justement, qualitatives et quantitatives, peut également renforcer davantage la validité donc des résultats que nous espérons dans le cadre euh, comment on appelle, de notre politique publique. Donc, le premier défi méthodologique, c'est comment garantir justement que nous avons le résultat qu'on a actuellement est uniquement et réellement dû à notre politique publique. Donc, cette unicité plutôt, ça fait appel à une démarche dans la littérature, même si elle est vraiment coûteuse, qu'on appelle justement, qui est basée justement sur de l'expérimentation, on parle de la randomisation. Donc, pour pouvoir avant de démarrer notre programme, c'est qu'on doit pouvoir sélectionner de façon aléatoire à partir donc de la population éligible. Quand je dis éligible, ceux qui sont justement destinés ou bien ceux qui ont été choisis pour participer au programme. Donc, à partir de cette liste-là, c'est qu'on va choisir maintenant ceux qui vont bénéficier de notre programme et il y a un lot qui ne va pas bénéficier du programme. Mais comment choisir ce lot? Il faut qu'on les choisisse de façon vraiment aléatoire. Donc, ça, c'est un premier défi de causalité. Et quand on utilise les méthodes expérimentales, c'est que ça permet d'éliminer donc le biais de sélection. Le biais de sélection qui est parfois dû à quoi? Au fait que peut-être qu'on n'a pas sélectionné les individus qui devraient normalement participer au programme, ou bien, bon, le choix a été fait selon justement comment je vais dire, selon les expériences donc du chercheur ou selon les expériences de l'institution, ou bien, bon, voilà, ça n'a pas vraiment suivi une démarche justement de sélection aléatoire pour qu'on dise après que, ou pour qu'on ait justement à la fin deux groupes statistiquement comparables. Ensuite, il y a, en termes de défis méthodologiques, comment choisir la méthode et comment combiner les méthodes justement pour aboutir à quoi? À un résultat donc de meilleure qualité. Ça aussi, c'est un autre défi. Il y a parfois les gens sont pressés ou bien parfois, je vais dire d'abord qu'ils confondent la méthode d'identification des groupes qui vont participer justement au programme, bien à l'intervention et la méthode d'estimation. C'est que c'est deux choses à vraiment distinguer. Si je veux sélectionner deux groupes statistiquement comparables que je veux justement exposé à une intervention, il faut que, parce que j'ai un problème donc d'unicité, je vais revenir sur ça, je vais dire à la fin que le résultat que j'ai, que c'est potentiellement attribuable à ma politique publique. Mais pour pouvoir le dire, il faut que je mette en place un cadre, il faut que j'ai un cadre qui me permet de dire à la fin, oui, étant donné que j'ai deux groupes qui sont vraiment comparables et qui ne se diffèrent pas en termes en termes de caractéristiques, et que s'ils se diffèrent, s'il y avait justement une différence, c'est que ça allait être simplement dû à quoi? Ça allait être dû justement à mon intervention. Si c'est, je garantis justement cette comparaison-là ou bien cette absence donc de différence entre les deux groupes, je peux finalement faire quoi? Je peux utiliser maintenant une méthode justement économétrique pour évaluer quoi? Pour quantifier ce résultat ou bien pour évaluer l'impact que je vais justement attribuer à quoi? Qui serait vraiment attribué à notre intervention. Donc, de l'utilisation des approches quantitatives, statistiques, économétrie et qualitatives, ça peut être étude de cas, entretien, observation, est essentiel, mais c'est parfois complexe. Il faut adapter aux méthodes ou bien au contexte, justement, aux objectifs, aux données disponibles, tout en garantissant quoi? La rigueur scientifique et la pertinence des résultats. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est que c'est pas la méthode qu'on choisit d'abord avant d'aller voir les données, mais c'est plutôt quoi? C'est le contexte, ce sont les données, c'est l'objectif justement de la politique publique qui me permet de dire, en fonction de votre objectif, voici la méthode qu'on peut utiliser. Et si vous voulez vraiment avoir
un résultat sans biais, c'est que si on a les moyens, c'est qu'on peut recourir à une expérimentation. Maintenant, si on n'a pas les moyens et que, bon, voilà, mais le programme a été mis en œuvre et on nous demande maintenant d'évaluer l'impact, c'est on peut l'évaluer. Maintenant, c'est qu'on n'a pas du tout eu connaissance de comment les groupes ont été sélectionnés, mais on veut plutôt évaluer l'impact. Est-ce que c'est possible d'avoir une base de données sur les deux groupes avant l'intervention et après l'intervention? Si c'est possible, bon voilà, il y a un design il y a une démarche qui va permettre justement d'évaluer l'impact. Mais a priori, la première des choses, avant de choisir la méthode, il faut s'assurer que soit il y a une expérimentation, c'est une expérimentation qui a été conduite, ou bien ce n'est pas une expérimentation, mais on a deux groupes comparables et ces deux groupes, bon, n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Maintenant, comment on parvient justement à identifier deux groupes statistiquement comparables? Là, vous allez rentrer dans les méthodes quasi-expérimentales, propensity score matching, diff and diff, ADD, bon, en tout cas, selon justement la nature des données. Voilà. Ensuite, en termes de défis méthodologiques, il y a la disponibilité et la qualité des données. Les données qu'on collecte sur le terrain, est-ce que ces données vraiment servies justement et pour avoir un résultat vraiment fiable? On dit les données peuvent être incomplètes, voilà. On n'a pas collecté toutes les informations. Sur le terrain, les enquêteurs ont fait ce qu'ils veulent, peut-être parce qu'ils ne comprennent pas l'enjeu justement des données dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques. Peut-être que, bon, voilà, l'institution qui a conduit l'évaluation d'impact n'a pas pris justement au sérieux un certain nombre d'aspects. Peut-être que. Donc, il y a la qualité. Comment on assure la qualité des données? Et l'assurance qualité des données est vraiment importante dans l'évaluation des politiques publiques pour obtenir d'abord quoi? Un résultat. Maintenant, est-ce que ce résultat est attribuable justement à notre politique publique? Ça, c'est un autre débat. Donc, il faut vraiment assurer que nous avons des données de qualité et ces données ne sont pas biaisées. Et si ces données sont biaisées, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire des analyses avec. Et la conséquence, c'est quoi? On ne peut pas utiliser ces données pour prendre des décisions en termes de politique publique. Il est donc crucial de renforcer les systèmes d'information et de collecter des données, de recourir justement à des sources multiples et de vérifier la cohérence donc, des informations. C'est pour cela que c'est pas pour rien, justement, en termes d'évaluation des politiques, quand bien même on a les données secondaires, on ajoute toujours les données qualitatives, les données, quand bien on a les données quantitatives, on ajoute toujours les données qualitatives parce que quoi, ces données qualitatives permettent justement de mieux, comme on le dit là, de mieux ficeler soit l'objectif, de mieux justifier la cohérence ou la pertinence, de mieux savoir est-ce que l'information que nous avons comme données quantitatives, est-ce que ces informations reflètent vraiment l'état actuel de ce qu'on a comme changement en termes de bien-être ou en termes de conditions de vie au niveau donc des ménages. Donc, c'est vraiment important de renforcer ce système. C'est vraiment important de renforcer la capacité donc justement des acteurs ou bien en tout cas des responsables donc de l'évaluation pour qu'ils comprennent véritablement l'enjeu de la qualité des données. Enfin, un autre défi en termes de méthodologie, c'est toujours garantir l'intégrité. L'intégrité. Est-ce qu'on peut confirmer que oui, les données collectées sur le terrain, ces données proviennent véritablement des parties prenantes, sont des données administratives, oui, recueillies au niveau donc des institutions concernées, des institutions partenaires, des parties prenantes, voilà. Donc, il y a la question d'intégrité, la question de transparence. Est-ce qu'on confirme justement que tout a été fait de façon transparente? Il n'y a pas, bon, telle personne a bénéficié parce que quoi, elle est amie à tel, au directeur de l'institution, bien voilà. Donc, la question de transparence, la question de l'indépendance des évaluateurs, aussi, vraiment, c'est important. C'est pour ça que vous allez voir ce qui est souvent recommandé. L'institution qui met en œuvre la politique publique, c'est pas forcément l'institution qui va l'évaluer, qui va évaluer la politique publique. Parce que on peut pas être en même temps, c'est pas, comment on appelle, porteur donc de la politique publique et en même temps évaluateur. On peut se tromper sur un certain nombre de résultats. Donc, c'est toujours mieux de confier justement, de séparer celui qui conduit donc, de celui qui évalue, ou même parfois de séparer quoi, celui qui fait donc la collecte des données doit être justement différent de celui qui élabore justement le rapport d'évaluation ou celui qui produit donc justement les analyses. Tout ça, c'est pour éviter quoi? C'est pour toujours éviter les biais, c'est pour éviter les conflits d'intérêts et l'instrumentalisation justement politique donc des résultats. Si vous imaginez que c'est une administration publique qui met en œuvre la politique et en même temps c'est l'administration qui doit évaluer la politique, finalement on va nous dire que tout marche bien. En réalité, il y a des choses à vraiment à regarder.
Ensuite, il y a les défis institutionnels. Vous savez que c'est pas du tout aisé en termes de coordination, en termes de gouvernance, que le bailleur, les administrateurs, les partenaires s'engagent ensemble pour travailler, pour aboutir à un résultat vraiment de qualité. Parce que chaque institution a quoi? A un objectif précis. L'État veut améliorer le bien-être de tout le monde. Donc, l'État ne s'attend pas à ce que vous choisissez une partie de la population pour dire que vous êtes en train de faire de la randomisation. L'État veut appuyer tout le monde. Donc, il y a des défis à prendre en compte en matière donc, de coordination, en matière de gouvernance pour éliminer quoi? Pour toujours éliminer un certain nombre de biais plutôt, pour que à la fin donc justement de la mise en œuvre de politiques publiques, qu'on parvienne à évaluer donc des résultats, qu'on obtienne donc des résultats qu'on pourrait attribuer justement à notre intervention. Donc là, c'est important d'institutionnaliser quoi? La question donc de suivi-évaluation avec des responsabilités claires et indispensables. On doit savoir exactement ce que chaque partenaire fait dans le cadre donc du projet. Capacité humaine, ressources financières et techniques. Bon, le manque de compétences spécialisées en évaluation et des ressources financières ou techniques limite la qualité et les fréquences donc des évaluations. Le renforcement des capacités en formation continue des équipes sont nécessaires. Là, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, on a pas mal d'institutions comme le baromètre, Trois yeux. Toutes ces institutions accompagnent justement le renforcement donc de capacités. Quand on renforce les compétences, bien quand on va renforcer les compétences en matière donc de l'évaluation d'impact, ça va permettre davantage d'améliorer quoi? D'améliorer la qualité donc de nos résultats, de mieux orienter les ressources, les techniques pour que à la fin donc de notre programme, on ait des résultats satisfaisants. Ensuite, l'appropriation et l'utilisation des résultats. Qui s'approprie des résultats, qui utilise les résultats d'évaluation des politiques publiques, c'est les décideurs, c'est les gouvernants, c'est les parties prenantes, c'est les bénéficiaires. Donc, c'est vraiment important de se dire déjà à la formulation de notre politique publique, comment justement on veut, quel est le cadre à mettre en place pour que ces résultats vraiment soient diffusés et soient mieux utilisés par donc justement les deux, comment on appelle ça, soit les décideurs, soit les parties prenantes. Bon, et voilà. Donc, l'adhésion des décideurs et des parties prenantes aux conclusions de l'évaluation est souvent faible. Et pourquoi? Parce qu'on ne les associe pas peut-être au début et c'est à la fin, on veut maintenant qu'ils prennent ces résultats pour aller formuler d'autres politiques, formuler d'autres projets, programmes. Donc, c'est vraiment important déjà l'identification. Dans la consultation publique, il faut vraiment discuter avec les parties prenantes, discuter avec les décideurs, les bailleurs pour montrer déjà ce qu'on veut faire. Est-ce que ça rentre dans leur justement dans leur objectif donc de développement ou de politique. Et si ça rentre dans leur objectif de politique, ça veut dire que eux-mêmes, ils s'engagent déjà à participer à quoi? À une mise en œuvre vraiment de qualité pour qu'à la fin, on obtienne des résultats vraiment exploitables. Donc, si déjà vous les associez en amont, en aval, forcément, ils vont mettre en œuvre, ils vont exploiter vos résultats. Donc, si on n'associe pas les décideurs, les parties prenantes, tous ceux qui sont concernés, c'est que c'est très, très, très probant qu'à la fin, que ces résultats ne soient pas vraiment exploités. Il favorise justement quoi? La participation, la communication transparente et le dialogue autour des résultats. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a certains projets, chaque année, on va organiser quoi? Des ateliers donc de partage des résultats obtenus pour que ceux qui sont justement, ceux qui étaient impliqués au départ, qu'ils soient informés des résultats actuels des projets pour que en termes d'ajustement, en termes d'utilisation des résultats, qui s'engagent déjà à commencer par les utiliser. Ensuite, il y a un autre défi, c'est le contexte politique et institutionnel. Les évaluations peuvent être influencées par des enjeux politiques, des résistances au changement ou des priorités fluctuantes, ce qui affecte leur indépendance et leur impact réel. Comme je le disais tantôt, en termes de politique, un gouvernement peut dire non, tel projet, bon, je me retrouve plus trop, donc il faut arrêter. Ou bien, bon, au lieu de commencer le projet, maintenant, il faut il y a des défis justement institutionnels à relever en termes de mise en œuvre de politique. Or, si on retarde le délai de démarrage ou bien de la mise en œuvre de la politique, on peut ne pas avoir quoi? La durée qu'il faut pour espérer un changement. Or, pour évaluer, pour commencer par collecter les données d'évaluation, il faut qu'on quand même arrive à espérer que la durée qu'on vient donc justement de traverser par rapport au projet, ça peut nous permettre déjà d'avoir un résultat escompté. Donc, il y a aussi la réalité politique. Si pour notre projet, le projet a déjà démarré, voilà, il y a une crise politique ou bien il y a une guerre dans la localité où on fait notre projet, vous êtes d'accord que ça va influencer forcément quoi? Ça va influencer ou affecter forcément
l'impact de notre programme. Maintenant, comment on garantit toujours justement les résultats de notre programme? Donc, une bonne gouvernance et un cadre légal clair peuvent justement contribuer à limiter ces risques-là. Ça veut dire quoi? Il faut mettre en place un système donc, de gouvernance. Bon, même si on pense que c'est une politique publique, on n'a pas besoin, voilà, d'avoir une approche donc de gestion ou une approche de gouvernance, mais à la fin, on veut justement évaluer l'impact. On peut se tromper justement sur l'impact réel de notre programme. Donc, c'est toujours bien d'avoir un cadre institutionnel qui accompagne la politique publique. Excusez-moi. Et ce cadre plutôt légal ou institutionnel va justement permettre d'anticiper sur un certain nombre de rouleaux d'étranglement ou bien de blocages par rapport à la mise en œuvre de la politique publique. En termes de synthèse, alors quand on parle de défis en matière donc d'évaluation, il y a les défis méthodologiques, il y a les défis institutionnels. Et au niveau méthodologique, la première des choses, c'est comment isoler la question donc de l'impact, donc la causalité, comment justifier la causalité. Comment ne pas rapidement confondre la corrélation et puis la causalité, c'est vraiment important. Et pour avoir vraiment l'impact, comme je l'ai dit, il faut toujours, si le projet n'a pas été mis en œuvre, en fonction donc de l'objectif de notre projet, est-ce que nous avons les moyens de faire une expérimentation? Si oui, voilà, on a une forte chance justement d'aboutir, comment on appelle, d'avoir un résultat qui serait attribuable justement à notre intervention. Si on n'a pas justement les moyens pour faire une expérimentation et que le projet a été, ou bien la politique a été mise en œuvre, mais on a clairement deux groupes qui peuvent être identifiés, alors on peut recourir justement à une méthode semi-expérimentale ou bien quasi-expérimentale pour pouvoir justement isoler notre impact. Et là, ça dépend donc justement de la structure de la donnée qui est disponible. En fonction de cette structure, on va choisir justement la méthode à utiliser. Le choix des méthodes, voilà, ça dépend donc de quoi? Des données qui sont disponibles. Et en fonction de ces données, est-ce que les données donc sont de qualité? Et si ces données sont donc justement de qualité, ça va nous permettre de réduire davantage le biais. Et aussi, j'ai parlé de la déontologie. En toute chose, il y a le professionnalisme qu'il faut pour pouvoir véritablement aboutir à des résultats donc de qualité. Et ici, on a mis l'accent sur quoi? Le renforcement de capacité, la maîtrise justement des agents ou bien des acteurs qui vont évaluer ou bien qui vont justement mettre en place le programme ou bien qui vont proposer donc justement des méthodes. Il faut que, en fin de compte, qu'on ait justement des méthodes qui permettent d'avoir des résultats de qualité. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on à choisir une méthode vraiment appropriée. Renforcement des systèmes d'information, oui. Il faut utiliser justement, comment on appelle ça? Il faut à chaque fois collecter des données, utiliser des outils. Aujourd'hui, nous avons Survey CTO, par exemple, bon, même si c'est payant, qui permet justement aussi de bien faire justement la randomisation. On peut l'utiliser pour pouvoir quand même mieux faire donc, nos sélections aléatoires, avoir la base de données à les collecter, voilà. Donc, il y a des outils aujourd'hui en termes d'informatique qui sont disponibles qu'on peut utiliser. Défis institutionnels, coordination complexe, manque de capacité, voilà, faible appropriation et influence des politiques publiques. Comment gérer ces défis institutionnels? Il faut institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques. Et je crois qu'au Bénin, c'est vraiment en progression. Il faut vraiment institutionnaliser. Il faut que ça devienne quoi? Ça devienne un outil de travail pour les politiques publiques, pour les décideurs. Il faut aussi former. Il faut former, former. Former au niveau professionnel, au niveau scientifique, académique. Il faut vraiment former des acteurs. Il y a le baromètre, l'Institut Le Baromètre qui organise chaque année des camps pour renforcer la capacité des évaluateurs émergents. Et ce camp donne l'opportunité justement d'apprendre sur comment identifier les groupes, comment évaluer l'impact, comment justement faire des expériences justement en milieu réel. Donc, c'est vraiment indispensable. Il y a la communication dans des résultats, les policy briefs, voilà. Il y a Wassier, le programme Wassier qui a justement un bureau qui lui permet donc de fournir des informations en temps par rapport à des politiques publiques, le cadre légal et gouvernance claire. Donc, tous ces aspects vraiment sont indispensables pour pouvoir véritablement gérer les défis institutionnels.
Alors, en termes de synthèse, il faut dire renforcer la capacité et les compétences des évaluateurs, oui, c'est important. Et je recommande vivement le camp d'un des évaluateurs émergents. Voilà, ça va se tenir cette année en novembre. Voilà. Favoriser la triangulation des données, c'est-à-dire utiliser les données quantitatives et qualitatives, c'est vraiment important. Simplifier et rendre accessibles les rapports d'évaluation. Ces rapports d'évaluation permettent de s'informer, de mieux justement apporter ou ajuster les politiques publiques, les prochaines politiques publiques et d'anticiper sur un certain nombre de programmes. Associer les parties prenantes pour améliorer la pertinence, surtout la pertinence et la pertinence. Parce que vous allez voir que si certains projets ne marchent pas, si certains programmes ne marchent pas, c'est parce que ça ne répond pas à quoi? Aux besoins réels des bénéficiaires ou des parties prenantes. Vous avez des marchés qui sont construits, vous avez des centres de santé qui sont construits, qui ne sont pas fréquentés. C'est parce qu'on n'a pas peut-être identifié d'autres aspects qui vont d'abord accrocher les bénéficiaires avant donc de construire de réaliser ces projets publics-là. Combiner les méthodes quantitatives et qualitatives pour opter ou bien pour justement une approche mixte. Voilà, vous pouvez opter pour une approche mixte pour toujours espérer avoir des résultats donc de meilleure qualité. Garantir l'indépendance et la transparence des évaluations. Anticiper les besoins en ressources humaines et techniques. Bon, aujourd'hui, on fait beaucoup de choses au Bénin, voilà, en termes d'évaluation, mais c'est pas suffisant. Et moi, je dis même que l'évaluation doit devenir l'outil même de travail dans chaque institution, dans chaque association, dans chaque entreprise. C'est qu'on doit avoir un spécialiste en évaluation et qui est là et qui regarde de près justement tout ce qu'on fait. Est-ce que ça apporte véritablement un changement dans la vie des autres? Est-ce qu'on peut attribuer les résultats justement à nos interventions ou bien à nos projets. Renforcer la capacité des acteurs à tous les niveaux, promouvoir la communication et la dissémination des résultats, impliquer les décideurs et des parties prenantes dès la conception, et ça j'insiste dessus, dès la conception de notre projet, avant même d'aller vers la fiche de projet, l'élaboration de la fiche de projet ou la fiche de la politique publique doit être justement le résultat d'une coordination entre parties prenantes, entre acteurs de mise en œuvre, en tout cas de tous ces acteurs qui seront engagés dans la mise en œuvre de la politique publique. Réaliser des contrôles de terrain réguliers, enquêtes auprès des bénéficiaires pour toujours rendre compte de quoi? De l'évolution donc des résultats. Est-ce que ces résultats justement, ne sont pas exposés à d'autres facteurs qui pourraient justement euh, influencer ce qu'on espère comme impact à la fin, produire des rapports périodiques, synthétiques et exploitables. Et enfin, exploiter l'éthique pour faciliter le suivi et la transparence. C'est comme le baromètre toujours qui développe actuellement euh, une application donc justement sur les ODD pour pouvoir vraiment suivre les indicateurs d'ODD. Donc aujourd'hui, en termes de mise en œuvre de politique publique, avec le baromètre des communes, je crois, oui, on peut déjà justement suivre ces indicateurs des ODD là. Ça veut dire qu'avec les TIC, on peut véritablement parvenir à avoir des résultats de qualité. Alors, il y a quelques références que j'ai essayé donc de mettre pour pouvoir préparer le webinaire. Ces références donnent beaucoup plus de détails sur comment élaborer la théorie du changement, comment conduire justement l'évaluation donc des politiques publiques pour aboutir toujours à des résultats donc de meilleure qualité, toujours pour réduire autant que possible le biais. Alors là, euh, Monsieur Déo. Oui, cher Amdi, nous en sommes Oui, donc à la dernière slide oui, euh, pour les faciliter un peu les questions-réponses. Merci beaucoup pour nous avoir permis de faire le grand tour. Je vous ai oui, vu commencer d'abord par les fondamentaux, véritablement comprendre le contexte dans lequel l'on intervient, la recherche de solutions pour qui se posent. Ensuite, monter progressivement vers les méthodes qui permettent d'évaluer l'impact des interventions que l'on choisit de mener et distinguer les méthodes en utilisant les approches expérimentales, quasi expérimentales. Et plus loin, vous avez nuancé sur la différence qu'il faut clairement garder à l'esprit entre la démarche, la stratégie d'identification des impacts et la mesure des impacts. Et ça, c'est donc une nuance importante
n'est-ce pas, que l'on doit garder à l'esprit lorsque nous faisons ce genre de travail, lorsque nous conduisons des évaluations, notamment des évaluations d'impact. Vous n'avez pas oublié de mentionner ou de faire un zoom sur l'importance du renforcement des capacités, euh, non seulement dans votre pays d'origine, le Bénin, mais également dans la sous-région, sur le continent et bien au-delà. Nous en sommes donc au moment de recevoir, chers participants à ce webinaire, vos questions ou commentaires ou même un partage d'expériences, de défis que vous vivez, que vous avez vécu dans vos contextes différents. En regardant dans le chat, nous n'avons pas de questions spécifiques, pour ainsi dire, mais je voudrais inviter les participants, notamment ceux qui le désirent, à bien vouloir lever la main, faire un signe de lever de main pour que nous puissions leur permettre d'ouvrir le micro. Déjà, il y a Madame Sabrina qui apprécie la qualité de votre présentation. Merci, Madame Sabrina. Euh, Pendant que nous attendons alors la question des questions des participants, je voudrais vous demander, Docteur Hamdi, de votre expérience, quel devrait être le rôle des universités et des think tanks dans la prise en charge des travaux d'évaluation d'impact, j'allais dire, dans nos pays, quels qu'ils soient, mais aussi et surtout dans les pays où la question du développement au sens mesuré par rapport aux revenus ou aux dépenses se pose toujours. Quel devrait être le rôle donc des universités et think tanks? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Déo, pour la question et merci à tous les participants. Et effectivement, les universités jouent un grand rôle. En tant que scientifique, ça revient justement à ces universités, normalement, en fonction donc des réalités actuelles, en fonction donc du contexte politique, en fonction donc de la dynamique euh, de tout ce que nous vivons aujourd'hui, on doit pouvoir développer donc des méthodologies ou des méthodes qui doivent accompagner ou qui doivent permettre justement de toujours travailler en fonction donc des données disponibles ou en fonction du contexte, de pouvoir utiliser donc des méthodes qui vont permettre d'attribuer toujours, c'est-à-dire d'évaluer l'impact donc des politiques publiques. Sans plus tarder, même la semaine dernière, en Côte d'Ivoire, on était en université d'été sur les nouvelles méthodes en fonction dont justement aujourd'hui nous parlons du changement climatique, on parle de des migrations, on parle de développement technologique. Quelles sont les nouvelles méthodes justement en matière donc d'évaluation lorsqu'on est dans une démarche d'expérimentation naturelle? Quelles sont les méthodes à utiliser? Et là, c'est un lot d'universitaires justement en France, aux États-Unis, qui sont venus justement présenter les outils en termes de méthodologie qu'ils ont développés pour aider les pays en développement, toujours dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, où aujourd'hui, on n'a pas toujours l'opportunité du fait que la randomisation coûte excessivement cher, l'expérimentation coûte excessivement cher. On n'a pas toujours les moyens, ces pays n'ont pas toujours les moyens d'aller vers l'expérimentation. Mais il y a des méthodes qui sont disponibles qu'on peut utiliser pour toujours être plus proche justement des résultats de nos potentiels attribués justement à nos politiques publiques. Donc, je crois que dans nos pays, le travail pour des universités, bien leur rôle, c'est davantage travailler à développer par rapport aux méthodes qui existent, quelles sont les limites de ces méthodes-là, par rapport aux ressources justement qui sont disponibles, comment développer de nouvelles approches pour accompagner toujours l'évaluation des politiques publiques, toujours la prise de décision, pour que qu'on ne dise pas après, bon, on manque toujours donc justement de savoir-faire dans le domaine. Donc, je crois que ça doit être fondamentalement le rôle des universitaires. Et maintenant, bon, voilà, si on arrive à développer
ces outils, je pense que ça peut davantage aider les professionnels donc, de l'évaluation qui peuvent les utiliser pour pouvoir accompagner les décideurs, les institutions qui sollicitent souvent ces évaluations de politique publique. C'est ce que je peux apporter comme réponse. Non, mais merci beaucoup pour cette réponse bien nourrie et en la donnant, alors que je n'ai pas de questions particulières dans le chat, vous avez évoqué la cherté, le coût assez élevé des expérimentations. Et j'imagine qu'au-delà des expérimentations, les évaluations d'impact en général de type contrefactuel ont un coût relativement élevé. Que préconisez-vous de vos expériences? Comment pensez-vous alors que les pays pourraient s'organiser pour tirer le meilleur de cette démarche d'évaluation de l'impact de leurs interventions publiques sans pour autant être confrontés au défi du financement des études qui les empêche, j'allais dire, de tirer le meilleur d'une telle démarche de production de données probantes. Merci beaucoup, Monsieur Deo. Je crois que la première des choses à faire, c'est de mettre en place un système de collecte de données basé donc justement qui peut être utile à l'évaluation des politiques publiques. J'avoue que à la sortie donc de l'université d'été que Econometric Society a organisée, j'ai pensé personnellement à mettre en place un programme national de collecte des données parce que chaque jour, et chaque année, il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Mais la difficulté en tant que chercheur, c'est parce qu'on n'a pas justement des données. Ces données ne sont pas disponibles quelque part, donc tu es obligé de reconstituer ces données-là et de les mettre justement dans une démarche en termes d'évaluation donc des politiques publiques. Donc, la première des choses, si on n'a pas les moyens, c'est qu'on peut, avec les maigres moyens que nous avons, nous pouvons déjà penser à la mise en place d'un système de collecte de données où on peut, avant 1960, jusqu'à aujourd'hui, et après 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des centaines, des milliers donc de réformes et à des années données. L'exemple que j'ai, il y a un des papiers, il y a Clément, c'est un économètre qui a travaillé beaucoup sur quelles sont les alternatives quand on n'a pas justement, on n'a pas les moyens pour faire de la randomisation, quelles sont les approches alternatives qu'on peut utiliser pour toujours justement évaluer l'impact des politiques publiques. Donc, quand on n'a pas les moyens, c'est qu'on recommande qu'avant la mise en œuvre, si nos enquêtes comme EMICOV, RNA, Recensement national agricole, RGP, le recensement justement de la population, si on peut avoir ces bases de données disponibles de façon fiable et digitalisée, c'est qu'on peut justement faire de l'évaluation d'impact sans pour autant aller vers justement la randomisation forcément, sans pour autant aller vers l'expérimentation. Donc, ça revient à dire quoi? Il faut informatiser justement quoi les données disponibles. Il faut que avant le démarrage donc des politiques publiques, on se dise ah on a pris telle réforme de facture normalisée en telle année. Mais à cette année-là, quelle était justement la réalité ou bien les caractéristiques des entreprises? Quelles étaient les caractéristiques de la population? Quelle était, donc, on doit pouvoir faire une collecte de données, on doit actualiser justement dans notre système d'information donc de données pour que au moment où un chercheur ou bien un programme justement bien une institution veut évaluer l'impact de cette réforme, par exemple, qu'il ne soit pas obligé de dire, bon, alors on va faire une expérimentation. Donc, pour gagner justement en ressources, c'est qu'on peut mettre en place justement des systèmes de collecte de données qui doivent être forcément financés. Ça veut dire quoi? Soit on met en place un système avec l'Instad au Bénin, on peut avoir des systèmes de collecte de données. L'Instad le fait déjà, mais juste que on n'a pas l'information, mais l'Instad n'intègre pas que oui, on peut aussi utiliser ces données pour pouvoir faire donc de l'évaluation des politiques publiques. Donc, ça, c'est une solution qu'on peut quand même adopter si, bon, il y a la volonté politique. Parce que, comme vous le saviez très bien, en termes de politique, on va vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec, qui veut l'utiliser, c'est quoi, c'est... Donc, il y a aussi ce défi-là institutionnel. C'est pourquoi on suggère justement de mettre en place un cadre légal en matière donc de gouvernance et en matière donc
d'administration pour que on explique davantage, on sensibilise davantage les institutions ou les acteurs institutionnels, les dirigeants, pour que on ait justement un cadre qui peut permettre d'avoir des données secondaires pour faire donc de l'évaluation d'impact. Et l'une des méthodes qu'on utilise quand c'est des données secondaires, il y a deux catégories. Parfois, on n'a pas le groupe de contrôle, mais on a le groupe qui a bénéficié donc de l'intervention. Et imaginez que pour utiliser cette méthode, vous avez besoin d'une série temporelle. Bon, et si on avait vraiment mis en place avant 1960 un système de collecte de données jusqu'à aujourd'hui, vous imaginez combien de politiques publiques on aurait déjà évaluées. Et ou soit c'est que on a la possibilité de faire ce qu'on appelle double différence. Ça veut dire que on a donc des données avant la mise en œuvre, on a deux groupes sur lesquels on a des données. Et là aussi, ça exige d'avoir un certain nombre de périodes sur lesquelles il faut avoir les données avant la mise en œuvre de la politique. Et après la mise en œuvre de politique, il faut collecter encore les données jusqu'à 10 ans, 12 ans. Vous voyez que si nous voulons, nous pouvons adopter cette approche au lieu de dire aller faire randomisation. Et ce n'est pas aussi facile de publier des papiers avec la randomisation. Quand vous faites bien la moyenne dans la littérature, bon, ça atteint parfois 5 ans en moyenne hein, pour pouvoir publier un papier sur la randomisation. Donc, cette alternative peut non seulement aider les chercheurs à publier rapidement à rendre disponibles les données probantes en matière donc de politique publique et aussi accompagner les organisations professionnelles dans le cadre de l'évaluation. Merci, monsieur. Formidable, formidable. Merci beaucoup. Nous avons M. Ulrich à Conapo qui a une question pour vous. Il indique que compte tenu des défis courants dans l'évaluation des politiques publiques, quelle est la stratégie la plus efficace pour garantir non seulement la qualité des résultats, mais aussi la mise en œuvre concrète des recommandations issues de ces évaluations? OK. Et sa question a deux manches, mais je vous laisse d'abord répondre à cette première manche et ensuite on va revenir sur la deuxième manche. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Ça a deux volets et ça fait appel à deux catégories d'acteurs qui garantit la qualité des résultats et qui met en œuvre les recommandations d'une évaluation. La qualité donc des résultats, ça dépend de qui? Ça dépend donc justement, comme on l'a dit, de comment nous avons formulé la politique publique, comment on a associé justement les parties prenantes pour qu'à la fin, comment on appelle, qu'on ait toujours justement un résultat donc de qualité. Donc la qualité donc des résultats, il y a la question d'efficience, la question d'efficacité, la question de validité. Donc quand je dis qualité des résultats, ça fait appel à la technicité justement. Est-ce que nous avons utilisé les compétences justement qu'il faut pour que à la fin, qu'on dise qu'effectivement, qu'on soit quand même confiant que les résultats, là, nous pouvons les attribuer à notre politique publique. Maintenant, comment utiliser, ou bien comment mettre en œuvre, ou bien voilà, les résultats, les recommandations de l'évaluation, ça devient quoi? À qui est justement adressée la politique publique et qui a la responsabilité justement de mettre en application les recommandations de notre politique publique. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les entreprises elles-mêmes? Est-ce que? Et là, ça rentre dans la question donc d'appropriation. Et là aussi, en amont, justement, il faut travailler à avoir quoi? À déjà associer tous ceux qui doivent utiliser les résultats donc de notre politique publique. Et ceux-là, s'ils sont déjà informés, impliqués au cours donc de la mise en œuvre de notre politique publique, ça serait facile. Ils vont constituer comme un relais justement dans l'utilisation de nos résultats. Maintenant, l'utilisation de la recommandation, il faut toujours savoir exactement qui va jouer ce rôle-là. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en place un cadre qui va permettre justement de dire déjà ce que chaque acteur, dans le cadre de la politique publique, bien la mise en œuvre de la politique publique, il doit jouer comme rôle. Donc, je peux dire, qualité, ça fait appel à une compétence, des résultats. Et pour avoir des résultats de qualité aussi, je ne mets pas donc justement de côté l'appui institutionnel qu'il faut, l'appui financier qu'il faut. Mais fondamentalement, c'est qu'on a besoin donc d'une compétence qui comprend fondamentalement que oui, pour avoir des résultats de qualité, il faut garantir la validité. Et la validité, il y a la validité interne et la validité externe. Interne fait appel à la méthode et à la méthodologie donc justement utilisée pour pouvoir identifier les groupes et pour pouvoir estimer finalement l'impact.
Et la validité, si c'est bon, c'est qu'on peut généraliser. Maintenant, l'utilisation des résultats, ça fait appel maintenant à des acteurs politiques, à des décideurs, voilà. Si c'est l'État qui doit donner par décret ou voilà. Donc, vous voyez que pour que l'État dise à la fin que de mettre en œuvre telle recommandation, il faut que l'État soit associé au départ. Et de mes propres expériences avec d'autres institutions qui sont dans le domaine, en termes de recherche scientifique, on nous demande d'associer déjà l'État à la formulation même de l'idée de recherche qui sera évaluée, bien qui sera développée après en termes de politique publique. Et donc, à la fin, c'est à l'État maintenant de transformer ces résultats en termes de projets, programmes, pour que ces résultats scientifiques soient mis en œuvre. Voilà. Merci pour cette réponse. Et donc, la deuxième partie de la réponse, c'est de la question plutôt, c'est comment est-ce que les mécanismes de suivi de la conformité peuvent-ils être adaptés pour mieux intégrer les dimensions d'impact durable et inclusif, en particulier dans des contextes où les données fiables sont limitées, comme les contextes que vous avez décrits précédemment. Merci. Bon. Merci beaucoup pour la question. Euh, Là, ça devient justement une question opérationnelle. Je prends d'abord la dimension d'impact durable. Euh, Comment l'impact sera durable? C'est déjà l'étape d'identification. C'est dès la conception donc justement de votre politique publique que vous allez déjà identifier la stratégie qui pourrait permettre de rendre durable justement euh, l'impact qu'on espère. J'ai donné l'exemple de forage. Pour le forage, ce qui est constaté, par exemple, avant 1972, on ne parlait pas de changement climatique, on ne prenait pas justement l'environnement, on n'utilisait pas comme un facteur de production, l'environnement n'avait pas de prix. Donc, même si on réalisait les infrastructures, même si dans nos pays en développement, comme dans les pays développés, hein, on ne considérait pas justement la valeur donc, de l'environnement. Mais après 1972, on a constaté que si on n'invite pas les pays en développement à prendre en compte l'environnement justement dans les systèmes de production, c'est que ces pays vont justement s'exposer au même niveau donc, de dégradation environnementale que les pays développés. Donc, dans le développement de ces projets, désormais, on demande quoi? On recommande de faire une évaluation d'impact environnemental. Et dans cette évaluation d'impact environnemental, on aurait déjà pensé justement à la stratégie donc de durabilité. Et pour le cas, si je reviens maintenant en politique publique, pour le cas donc des politiques publiques, je prends le cas de l'IFDC, le projet ACMA. Par exemple, en termes de durabilité, dans un contexte où les données sont peu, justement, au début donc, du programme en 2013, ACMA n'avait pas pensé mettre en place des points focaux dans les localités d'intervention. Euh, le programme n'avait pas aussi pensé avoir donc des comités justement de gestion des infrastructures qui sont en train d'être réalisées dans le cadre du programme. Donc, c'est à la phase 2 du programme, les leçons apprises justement au niveau de l'évaluation donc de la phase 1 ont permis ou ont révélé que pour que les impacts soient durables, c'est qu'il faut désormais quoi? Il faut qu'au niveau donc de la communauté, les initiatives émergent justement des communautés. Ça veut dire quoi? On met en place un comité. Mais qui va mettre en place le comité? Est-ce que c'est le programme? Est-ce que c'est les bénéficiaires? On a discuté ou bien ils ont discuté avec les bénéficiaires. Les bénéficiaires ont dit non, ah, nous on veut des associations qui vont fonctionner. Comment constituer alors le comité? Vous voyez, c'est déjà l'étape donc de conception qu'il faut déjà voir quelle est l'approche en matière donc de durabilité qu'on peut déjà identifier pour que les bénéficiaires soient informés même de cette approche. Je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, comment n'est plus dans la zone de, comment on appelle ça, dans le plateau élevé. Akma est désormais dans le nord avec Colline. Mais tout ce qui est fait, les magasins qui sont construits, aujourd'hui, il y a des comités qui gèrent justement ces magasins-là. Et ces comités sont composés de trois personnes. Il y a le chef village qui est parfois membre, il y a les représentants d'associations de jeunes, et puis il y a en tout cas une personne ressource. Donc, ces trois personnes ont la responsabilité de gérer durablement ces magasins-là. Et les magasins permettent de faire quoi? De stocker les biens, parce que ce sont des zones enclavées. Pendant la période de pluie, actuellement, il pleut beaucoup. Donc, ces magasins quand même permettent aux ménages agricoles de stocker leurs ressources et de pouvoir vendre et toujours améliorer leurs revenus. Donc, la durabilité, dans un contexte de données vraiment limité, c'est qu'il faut travailler à voir quoi? Il faut que dès la conception de votre programme, on pense le programme de façon holistique, c'est-à-dire de façon globale
quels sont les aspects, en tout cas, tout ce qu'il faut pour qu'on rende durable ou pérenne justement notre impact et que cet impact-là profite à tous les membres de la communauté. Les magasins qui sont construits aujourd'hui sont utilisés par des producteurs qui ont un certain nombre donc de productions ou bien qui espèrent un certain nombre justement de productions à la fin de leur saison. Et l'autre aspect de durabilité, ils ont développé également le warrantage, mais ça n'a pas été fait au début. C'est toujours à la phase 3 du programme que le warrantage a été ajouté. Donc, vous voyez que la question de durabilité, ce n'est pas l'évaluateur dans c'est pas en intelligence qui va proposer ça, mais c'est plutôt en fonction du contexte, en discutant avec les parties prenantes. Et on aboutit justement à une démarche soit institutionnelle ou organisationnelle ou bien voilà, en termes de sensibilisation pour que l'impact soit vraiment durable. Mais tout ce que j'ai vu, j'ai observé, c'est que c'est souvent proposé quoi? Un comité de relais, une institution sur place ou bien une organisation sur place pour pouvoir gérer la durabilité donc de l'impact qui sera créé. Bien, merci beaucoup, cher Dr. Hamdi, pour cette réponse élaborée. Nous avons maintenant 4 minutes pour clôturer. Je vous D'accord. lis 2 questions qu'on a. Vous verrez comment gérer en 2 minutes donc, les réponses. Comment assurer la conformité de la déclaration faite par l'enquêté, les données collectées par l'enquêteur? Ça, c'est une question qui nous vient de M. Tofa Fiacre. OK. Et la deuxième et la dernière nous vient de Monsieur Fakambi qui demande comment pensez-vous qu'on peut intégrer ces différentes approches énumérées dans cet exposé afin que nous ayons des exploits, afin que nous ayons des exploités notables et durables, des exploitations, je pense, notables et durables dans le secteur primaire, secondaire, tertiaire au Bénin. Voilà. Qu'en dites-vous? 2 minutes pour vous, cher ami. Oui, 2 minutes. Merci beaucoup, monsieur Déo. Je pense que la dernière question, j'ai déjà abordé ça un peu, comment répondre aux défis justement liés au coût de la mise en œuvre de l'expérimentation. Quelles sont les alternatives qu'il faut utiliser pour toujours évaluer l'impact donc des politiques publiques. Je pense que ça, c'est la deuxième question. J'ai déjà suffisamment apporté d'éléments par rapport à ça. Et la première question, comment garantir la déclaration faite par l'enquêté et aussi l'assurance donc de la qualité des données collectées par l'enquêteur. Ça, c'est vraiment une question vraiment pertinente parce que ces deux aspects vont permettre de garantir quoi? La qualité donc justement des résultats que nous voulons présenter ou des résultats de notre politique publique. Donc, d'abord, pour confirmer ou bien pour s'assurer donc de la déclaration de l'enquêté. C'est à l'enquêté, vous avez posé deux questions. Bon, qui est parti collecter les données? Ça fait appel d'abord à quoi? Est-ce que le questionnaire qu'on a élaboré, est-ce que ça se comprend? Est-ce que c'est digeste? Est-ce que tout le monde, en tout cas, les questions qui sont posées ne sont pas complexes? Est-ce que ça ne demande pas de réflexion? Donc, il faut d'abord travailler sur le questionnaire, former les enquêteurs et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle le pré-test. Avant d'aller collecter les données, il faut faire d'abord un pré-test. Il faut tester notre questionnaire pour voir comment les gens vont répondre. Est-ce que les réponses obtenues ne sont pas trop biaisées? Par exemple, vous avez une variable comme revenu dans je sais pas, sur votre fiche de question, vous allez voir un ménage, vous lui demandez quel est votre revenu, ça serait biaisé, ça c'est clair. Il va vous mentir. Parce qu'il faut faire une différence entre le revenu et puis justement ce qu'on va appeler chiffre d'affaires ou bien ce qu'on va appeler bénéfice. Voilà. Parce que le revenu, il y a plusieurs sources donc de revenus. Et ce qu'on recommande pour cette question, pour éviter les déclarations fausses, c'est qu'il faut demander la quantité que la personne vend et le prix unitaire. Bon, je vais m'arrêter là pour la déclaration qui serait fausse. Pour la collecte des données des enquêteurs, c'est tout ça, il faut chaque jour contrôler quoi? Le superviseur qui est sur en tout cas, le gestionnaire ou bien l'administrateur, chaque 2 jours, bien pratiquement chaque jour, il faut vérifier ce qui est envoyé comme données, faire les tests donc de cohérence par rapport à vos données que vous avez pour pouvoir toujours garantir la qualité des données, la fiabilité des données afin d'avoir un impact vraiment de qualité. Très Merci. bien. Merci beaucoup, cher Hamdi. Nous arrivons à l'heure pile pour clôturer donc ce webinaire que vous avez su bien animer en partageant avec nous différentes sources, j'allais dire, de connaissances, différentes approches d'évaluation d'impact. Vous avez répondu aux questions des participants.
Il ne me reste plus qu'à vous demander votre mot de clôture avant qu'on ne... D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Déo. Mon mot de clôture, c'est de commencer par remercier les participants pour leur disponibilité. Remercier également 3IE pour cette opportunité, remercier le programme Wassier et tous mes amis, bon, notamment Monsieur Déo, Monsieur Bio, Monsieur Mohamed et tous les autres, Madame Anka, voilà, qui quand même ont accompagné justement l'élaboration donc de ce webinaire. Je vous remercie et j'espère que les résultats ou bien les informations que nous avons partagées, Monsieur Deo et moi, ces informations vont véritablement aider nos organisations, nos participants dans leurs différentes organisations. Et merci beaucoup et à très, très bientôt. Je reste disponible s'il y a d'autres préoccupations. Bon, voilà, on pourra voir comment gérer. Merci bien. Merci, cher Amdi, chers participants. Je crois que nous sommes, comme vous le constatez, à la fin de cette belle expérience de partage de connaissances. Les interactions avec vous nous ont enrichis tous et toutes ici présents. Je vous souhaite une bonne suite de journée, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, et profitez bien de cette semaine de l'évaluation G-Local 2025 et à très bientôt. Merci. Merci. À bientôt.